Le titre de l'atelier, il partait en fait d'un travail de recherche de Kaufmann, qui est un sociologue, qui a écrit un article qui s'appelle Corps de femme, regard d'homme, sociologie des seins nus. Il est allé sur les plages de Normandie et de Bretagne, interviewé pendant 2 ans, c'était 6 enquêteurs, interviewé pendant 2 ans 200 femmes et leurs maris et leurs conjoints sur les plages pour savoir pourquoi ils faisaient des seins nus ou pas. Il a utilisé cette recherche pour écrire un livre qui est très très bien, qui s'appelle Entretien compréhensif, qui est un manuel vraiment une méthode pour faire l'entretien, qui est tout petit et qui est hyper utile pour les tests qualitatifs par entretien sociologique. Est-ce que déjà, il y en a d'entre vous qui ont commencé une thèse quali, qui ont des sujets en cours? Tu bosses sur quoi? Je débute tout juste, hein. Donc, je suis au tout début, et en fait moi j'aimerais faire une thèse qualitative sur qu'est-ce qui fait que les médecins généralistes s'installent. Quel est le petit truc qui entraîne le déclic et qui permet, et idéalement terminer sur la réelle problématique du comment faire pour que les médecins généralistes s'installent dans telle ou telle région. Quelle zone? Ouais, plutôt à viser idéalement des mairies ou des choses comme ça, pour qu'ils aient un peu des clés. Donc du coup, je me pose la question sur la recherche qualitative de comment je fais mon questionnaire, comment je me débrouille. D'accord. Donc tu partirais plutôt sur une thèse par entretien où tu vas rencontrer les médecins G, les interviewer en entretien à 2 ou en focus group. Tu sais déjà ou pas trop? Tu ne vas pas. Et toi aussi, du coup, moi, je fais une thèse sur comment les médecins généralistes perçoivent leur consultation. Et du coup, j'inclus des médecins généralistes pour un médecin traitant déclaré et je discute un peu avec eux de quel est leur parcours de soins. Du coup, vous en êtes ceux qui ont commencé une thèse quali, vous en êtes au tout début de réfléchir au sujet. C'est là où de réfléchir au sujet et essayer de délimiter tous les entretiens, tout l'échantillonnage, etc. C'est ça. Les autres, est-ce que vous avez déjà des notions ou pas de recherche quali? Est-ce que vous avez déjà eu des formations à la fac? C'est tout neuf. Ok. Alors, une super diapo que du coup, vous voyez pas, mais à quoi ressemble le parcours d'une thèse quali? Donc, un parcours du combattant. Ça dépend de comment vous vous préparez, bien sûr. Une thèse quali, est-ce que vous savez combien de temps ça prend? Est-ce que vous pensez que c'est rapide, long, comme une autre thèse? Vous avez une idée là-dessus? Cécile, c'est long. C'est très long. C'est assez long. C'est un investissement parce que c'est une méthode particulière à laquelle on n'est pas du tout habitué, donc il faut déjà un temps pour s'approprier en fait cette méthode. En moyenne, une thèse quali, ça dure 18 mois. Parfois un peu plus, parce qu'on a d'autres contraintes personnelles dans notre vie, et puis des contraintes de stage. Du quantitatif surtout, et un raisonnement qui est hypothético-déductif. Vous faites une hypothèse, vous vous rappelez en biostat, hypothèse H0, et on va faire un protocole de recherche et on va essayer de démontrer si l'hypothèse elle est vraie ou fausse. En recherche qualitative, c'est l'inverse. C'est une recherche inductive, donc vous partez du terrain, vous partez de ce que vous observez, avec une idée quand même en tête d'une hypothèse, mais ce n'est pas forcément ce que vous allez démontrer à la fin. Et votre problématique, elle va se modifier tout au long de votre travail de thèse, en fait. Donc sur mon petit schéma qu'on ne voit pas exactement bien là, puisque je n'ai pas de diapo, vous avez une recherche séquentielle. C'est ce que je vous disais. On problématise, on collecte les données, on analyse, on fait des conclusions. Là, c'est tout se fait en même temps. C'est en parallèle. À la fois, vous partez d'une problématique, d'une question. Vous allez lire, vous allez faire de la biblio, vous allez chercher dans ce qui a été écrit, vous allez partir au terrain, vous allez obtenir des infos, vous allez retourner aux lectures pour enrichir un petit peu, dire ah bah mince, il m'a dit ça en entretien, tiens ça fait tilt, je me demande, j'ai pas regardé tel auteur qui parle de ça justement. Vous allez retourner lire, vous allez un peu modifier votre problématique et c'est des allers-retours sans cesse comme ça au long de votre travail de thèse.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut appréhender parce que quand on commence son travail, on a l'impression que ça va être très linéaire. Quand on va d'un point A à un point Z, non, on fait ces allers-retours. C'est ça qui prend aussi du temps dans une thèse qualitative en fait. Sophie, tu voulais rajouter des choses sur ça? Il faut quand même un petit peu en avant et ça permet aussi, par rapport aux entretiens, ce dont on va parler, d'avoir un échantillonnage raisonné. C'est-à-dire qu'au niveau de la population, nous, en qualitatif, on ne cherche pas à être représentatif. Par contre, généralement, on essaie d'avoir les avis les plus divergents et différents possibles. Donc, ça permet, le fait de lire un peu, puis comment les entretiens permettent de voir sur quels critères un petit peu chercher une personne qu'on va interviewer, si c'est l'âge qui va compter, ou le domicile, ou voilà, d'autres critères un petit peu être très différents. En fait, par rapport à une thèse quantitative, par exemple par questionnaire, où vous allez essayer de récolter des données qui représentent l'échantillon, donc vous allez, votre échantillon, vous allez vouloir avoir tant de pourcents de femmes et tant de pourcents d'hommes en part égale, etc. Pour savoir si les hommes ont plus tendance à penser telle chose que les femmes. Là, l'échantillonnage est vraiment raisonné. En fait, vous allez vouloir aborder tous les aspects d'une question. Donc, il faudra que vous ayez des femmes et des hommes. Et vous avez plus de femmes ou plus d'hommes, on s'en fiche. Il faudra que vous ayez des jeunes et des vieux, des médecins installés, des médecins remplaçants, des médecins pas encore thésés. Par exemple, pour ton sujet sur les facteurs d'installation, tu vas rechercher, j'imagine, des médecins qui sont en couple, des médecins célibataires, des médecins qui sont originaires de telle région et des médecins qui ont fait leur internat dans une région où ils n'ont pas fait leur externat. Et tu vas essayer d'avoir toutes les possibilités en fait. Votre thèse, est-ce que vous savez à peu près combien d'entretiens généralement dans une thèse Cali on fait? Une quinzaine. T'as dit quoi? Une quinzaine. Voilà, exactement une quinzaine. Alors en sociaux, une étude sociaux, je vous ai dit qu'Hoffman, il interviewe pendant 2 ans, il fait 300 entretiens. Nous, on n'est pas sociologues, on est médecins. Donc en gros, on fait une quinzaine d'entretiens. En dessous de 15, généralement, c'est un peu juste pour vraiment avoir de la matière. Au-dessus, c'est bien, mais c'est plus le facteur limitant, c'est le temps et puis l'épuisement de l'interne, généralement. On dit normalement qu'il faut arriver à saturation des données. Saturation des données, c'est un terme, une technique qu'on voit apparaître dans toutes les thèses, qui en fait pour les sociologues ne veut pas dire forcément grand-chose quand ils lisent nos thèses. Saturation des données, dans nos thèses de médecine G, c'est plus saturation de l'interne que de la thèse, que des données. Oui. Parce qu'en général, on dit pas qu'il y a une saturation des données quand on n'a plus de nouveaux éléments et on interroge encore 3 personnes et puis ensuite on s'arrête. Si. Normalement, c'est ça. C'est saturation des données, c'est quand vous arrivez vous faites un énième entretien et vous dites bon bah j'ai rien appris nouveau par rapport à mes 2 derniers entretiens. En théorie, il faut que vous en fassiez 2-3 encore pour vraiment que vous soyez au bout. Je pense qu'en pratique, quand on est à 15 entretiens, en fait, on n'a pas en vrai fini d'explorer. C'est juste qu'on n'arrive plus, on est à court de ressources. Mais en théorie, voilà. Saturation des données, c'est quand vous avez tout exploré, il n'y a plus de choses nouvelles qui arrivent au cours d'un entretien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions précises sur la recherche Cali, la thèse Cali, avant qu'on passe vraiment au sujet de l'atelier qui est sur comment faire un entretien? Ouais, oui, je pense que ça va. Au niveau du questionnaire que tu fais pour ta recherche Cali, tu te laisses vraiment aller à poser toutes les questions que tu veux, ou est-ce que tu démarres avec une trame, avec un truc Donc ça, c'est le guide d'entretien. On va revenir effectivement dessus. Les entretiens généralement qu'on fait le plus souvent, c'est les entretiens qui sont semi-dirigés, donc ça veut dire avec un guide d'entretien, qui n'est pas un questionnaire, qui n'est pas une grille, mais qui a une guide d'entretien. Donc le questionnaire, c'est vraiment quand vous faites on peut faire de la socio avec un questionnaire. À ce moment-là, ça devient des analyses quantitatives avec X% répondu ça, X% répondu ça, c'est associé au nom à l'âge, etc. Là, c'est donc des questions que tu vas poser pendant ton entretien, et effectivement, c'est sur ça qu'on va travailler
quelles questions poser, comment les poser, etc. Donc c'est le guide. C'est ça, on va revenir sur le faire bosser dessus. Sachant que le guide d'entretien il évolue. Donc au début tu parles forcément vers des questions web mais qui correspondent à tes questions. Et après, au fur et à mesure des entretiens, s'il y a d'autres questions qui vont naître, qui viennent vraiment des gens, mais tu peux pas les avoir, ça va vraiment évoluer. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans le premier entretien qui généralement est très frustrant. Et voilà, c'est un premier entretien. En fait, dans ton parcours de thèse, tu vas avoir une idée déjà de thème. Donc, par exemple, ton thème, c'était l'installation des médecins. Tu vas commencer à problématiser, dire bah, tiens, pourquoi, au lieu de faire quels sont les freins, tu as l'air de chercher plutôt quels sont les facteurs facilitants et qui favorisent l'installation. Merci beaucoup. Je sais plus ce que je disais du coup. Plutôt les facteurs voilà. favorisants. Donc tu as ton idée de thème, tu as un début de problématique qui va arriver. Là, tu vas commencer à lire un petit peu déjà ce qui a été cherché par des internes, qu'il y a des thèses qui ont déjà été faites, ce que le Conseil de l'Ordre a pu faire, l'URPS, etc. Et ce que les sociaux ont déjà pu écrire là-dessus. Et puis ensuite, tu vas te lancer à ton entretien. Donc tu vas faire un premier guide, tu vas te lancer faire 2-3 entretiens, tu vas te poser et réfléchir à ton guide et te dire ah bah non, là tiens, il m'a dit telle chose ce médecin que les autres m'ont pas redit, bah ça je vais le creuser et dans mon prochain guide je vais poser quelques questions sur cette piste qu'il m'a donnée. Donc ton guide il est en perpétuelle modification et puis à la fin quand tu seras à la phase de rédaction de ta thèse, tu mettras finalement dans ta thèse, généralement on fait apparaître le guide en annexe, on met la dernière version parce que le guide en soi, toutes les étapes du guide elle n'a pas d'intérêt dans la rédaction finale. Généralement, au milieu de votre thèse, au milieu des 15 entretiens, alors il ne faut pas attendre trop tard, il ne faut pas y aller trop tôt, on fait une pause. Au bout de 6 entretiens, on fait une pause et on fait ce qu'on appelle une analyse intermédiaire. Donc les verbatims de vos entretiens, vous les avez tapés, vous avez retranscrits et vous vous posez pour commencer à les coder et analyser le contenu. Justement pour pouvoir remodifier la grille. Et c'est là aussi où vous allez retourner lire un petit peu de biblio pour creuser certaines données et remodifier vos questions de manière un peu plus pertinente ou orientée. Et ensuite, ça, vous le refaites encore à la fin, une fois que vous avez tous vos entretiens. Mais bien faire une pause au milieu où vous faites aussi ce qu'on appelle la triangulation. Est-ce que ça vous parle? Triangulation, c'est un autre mot-clé qu'on voit apparaître souvent dans les méthodes, dans les thèses Cali. Triangulation, ça veut dire que vous ne faites pas votre recherche tout seul dans votre coin, il n'y a que vous qui analysez, que vous qui lisez vos entretiens et vous faites vos interprétations qui parfois peuvent partir en vrille. Là, vous faites trianguler par quelqu'un d'autre. Donc il y a un autre chercheur qui va lire. Votre directeur de thèse la plupart du temps. Votre co-thésard si vous êtes en binôme sur une thèse. Des groupes de recherche Cali comme le GROUMF par exemple, ou à Saint-Thé on a le DRAC, où les étudiants se réunissent, les internes, avec quelques enseignants du DMG, et on rebosse ensemble les entretiens. Et ça, c'est ça la triangulation. Le fait que l'interprétation ne se fait pas tout seul, elle se fait à plusieurs, et le travail se fait à plusieurs. C'est ça qui donne de la validité à votre travail. Il y avait autre chose que je voulais dire. Tu vois quelque chose à ajouter, Sophie? On passe au... Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais, j'ai juste une question. Le fait que le guide il évolue en fonction du temps, est-ce que ça crée un manque de données du coup par rapport à ce qu'on a déjà pu interroger? Est-ce que du coup dans ces cas-là, il faut juste augmenter le nombre de personnes pour obtenir toutes les données sur les nouvelles questions, ou est-ce qu'il faut réinterroger les personnes sur ce que tu as déjà fait sur les premiers entretiens qu'on n'avait pas forcément approfondi, et est-ce que ça biaise un petit peu le... Enfin, je me dis, est-ce que le fait qu'on n'ait pas tout repris de la même manière, est-ce que ça pose problème? Après, sur l'analyse, est-ce que...
Là, c'est parce que tu raisonnes en mode justement un peu quantitatif, en disant est-ce que tous les médecins que j'interviewe, ils sont tous d'accord sur le fait que le facteur le plus favorisant, c'est est-ce qu'il y a un club de tennis dans la ville où je m'installe. D'accord. En fait, tu n'as pas besoin de savoir que tes 15 interviewés, ils disent ça. Parce que tu ne vas pas faire stat sur tes résultats. Tu ne vas pas dire 100% de mes interviewés, ils veulent un club de tennis dans leur ville d'installation. Donc même si, du moment que la donnée elle est sortie, que tu as l'impression que tu es allé au fond de l'idée, tu n'as pas forcément besoin de la reprendre dans l'entretien suivant. C'est pas une faute de laisser ça de côté, tu dis bah c'est bon, je suis allée au fond de ma question, le sport, ils veulent qu'il y ait pas forcément du tennis mais du sport, ils ont été bien me le dire, allez on passe. Voilà. Ce qu'on voulait vous proposer donc aujourd'hui, c'est de faire un travail en groupe sur les entretiens compréhensifs justement, parce que les premiers entretiens que vous allez faire, forcément, ils vont être foireux, parce qu'on ne sait pas faire. On sait faire un entretien avec un patient, mais on ne sait pas faire un entretien avec quelqu'un qu'on interviewe pour avoir un petit peu des données sur sa pratique ou sa façon de concevoir telle chose. Est-ce que vous savez combien de temps ça dure un entretien en moyenne? Combien de temps ça devrait durer? Ce serait bien 20 minutes, mais c'est un peu dur. Eh bien 20 minutes, c'est même pas assez en fait. L'idéal vers lequel on doit tendre, c'est même 1 heure d'entretien en fait. Parce que vous avez pendant un temps d'entretien toujours un temps pour casser la glace en fait. Où la personne que vous interviewez va falloir l'appréhender et puis qu'il arrive à se décoincer, qu'il se lâche et puis qu'il vous dise les choses. Parce que forcément, quand vous interviewez un médecin, quand tu vas aller voir un médecin, toi, t'es interne, donc forcément, tu as une posture qu'il va falloir que tu prennes en compte au début de ta recherche. Quand vous allez interviewer des patients sur comment ils perçoivent leur médecin traitant, par exemple, forcément, il s'adresse à un interne de médecine générale, il ne va pas dire mon médecin G, je le déteste, il n'est pas sympa, il pense qu'il a l'argent et il a une grosse voiture. Il va avoir un frein, il ne va pas arriver à vous dire ça, donc il faut un temps pour qu'il arrive à le dire. Donc il y a ce temps-là, et puis il y a le temps aussi de le faire parler. Donc l'idéal, même je pense plus d'1 heure, les sociaux ils font des entretiens de 6 heures, mais 20 minutes c'est même limite trop court, tu vois. Mais les premiers entretiens que vous allez faire, ils vont faire 10 minutes quoi. Ça c'est normal. Donc aujourd'hui on va faire l'entretien de 10 minutes pour que le prochain que vous fassiez, le vrai ce sera 20. Donc on va se mettre en petit groupe, idéalement de 6. Je ne sais pas combien vous êtes, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui joue le rôle du médecin, quelqu'un qui joue le rôle du médecin, de l'intervieweur, quelqu'un qui joue le rôle de l'enquêté et des observateurs. Peut-être tu l'as compté? 3 groupes de 7. Eh ben allez. C'est pareil. On va faire un groupe là-bas, un groupe là et puis un groupe ici. Ceux qui observent, il faudrait qu'il y en ait un ou deux qui regardent le verbal de l'enquêté, un ou deux qui regardent le non-verbal de l'enquêté, un ou deux le verbal de l'enquêteur et un ou deux le non-verbal de l'enquêteur. Et les enquêtés doivent tourner le dos au diaporama. Voilà, pour ne pas connaître les questions. Ceux qui sont interviewés, vous êtes dos au diaporama. C'est bon? Donc là, on va vous projeter au truc pour les enquêteurs. Un questionnaire, un guide d'entretien. On va vous projeter un guide d'entretien. C'est ce qui va vous servir de base pour l'enquêteur pour justement faire son enquête. Et vous avez une vingtaine de minutes pour commencer votre entretien et commencer à bosser les questions. Et puis ensuite, on fera un retour tous ensemble et ce sera notamment les observateurs qui vous diront après ce qu'ils ont observé qui facilitait les réponses et ce qui freinait justement, qui bloquait les réponses avec tout. Ok? C'est clair? Il est 20. Vous avez jusqu'à 40. Du coup,
Voilà, donc c'est là. Moi Je vais passer un peu. Oui, d'accord. Allez-y, si vous avez besoin. En fait. Je vais le faire, là, je me lance. Alors, qui regarde Je vais d'abord. Moi, je suis en fait, je regardais. Moi, je regarde. Si tu veux. Maintenant, on peut regarder les On va commencer par des petites questions un peu pour faire connaissance et puis un peu que je comprenne votre pratique au quotidien au cabinet. Donc la première question c'est à quand remonte votre dernière prescription de sérologie du VIH au cabinet quel motif vous choisissez, comment vous l'abordez et dans quel but? La dernière prescription, c'était mardi, pour une patiente qui avait une relation sexuelle à risque, qui lui proposé une sérologie, avec toutes les autres sérologies, bien sûr. Votre question, c'est quoi? Et comment c'est elle qui est venue avec ce motif-là ou c'est vous qui lui avez proposé parce qu'elle vous Non, a elle venait pour une rajouté- douleur abdominale, mais quand j'ai posé la question si elle avait plusieurs partenaires ou pas, elle m'a dit oui, elle m'a dit qu'elle n'avait pas de contraception à part la pilule, qu'elle ne se protégeait pas forcément, et du coup j'ai proposé spontanément une sérologie. D'accord, ok. Qu'est-ce que ça représente pour vous le fait de leur proposer ce dépistage justement du VIH C'est de la prévention, c'est utile pour elle, c'est pour sa santé à elle, et puis c'est de la santé publique également, pour protéger les autres. Est-ce que vous, votre ressenti, ça a été facile de lui proposer ce dépistage ou pour vous c'est un sujet C'est toujours un peu gênant de proposer parce qu'on a toujours un peu peur que le patient réagisse mal et qu'il dise pourquoi il me propose une sérologie VIH, est-ce que je passe sale, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou quelque chose de chose. Il faut le faire parce que c'est hyper important. D'accord. Est-ce que vous avez été formé justement ces entretiens? Non, jamais. C'est vous avec sur le tas, quoi. justement dans votre entretien médical, comment vous procédez pour proposer cette sérologie de dépistage? C'est au cours de l'interrogatoire, je pose des questions sur le mode de vie, leurs relations personnelles, sexuelles, s'il y a des notions de risque ou pas. Et puis si je vois effectivement que c'est une personne qui peut être à risque et qui a fait de sérologie récemment, je peux lui proposer directement, spontanément, même si le motif de consultation, c'est pas sûr. D'accord, ok. Et donc là, effectivement, la patiente elle était seule dans le cabinet avec vous. Si cette situation devait arriver avec un couple, par exemple, que les deux partenaires étaient là dans le cabinet, est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Et à ce moment-là, comment vous abordez le sujet? J'ai jamais été confronté, mais je pense que je séparerai les deux et je ferai un entretien individuel avec chaque personne pour justement, pour l'examen clinique, par exemple, l'examen clinique, je peux demander à l'autre personne du groupe de sortir et je poserai des questions à ce moment-là à la personne en tête à tête. Alors avec une patiente plus jeune, c'est plus facile pour moi. Avec des patients qui sont forcément poser cette question-là. Avec la population homosexuelle aussi. Ça va pas m'aider à me concentrer, ça. Vraiment, il m'en parle aussi. Au cours de vos entretiens, pour consultation médicale, comment est-ce que vous orientez vos propositions de dépistage pour le VIH? On est d'accord. Hein. Cette question sera changée dans le prochain guide. Je sais pas comment la reformuler. Ouais, ça dépend à peu près l'âge, tu vois. Jusqu'à à peu près 25 ans, je me identifie aussi. Et après, quand vous recevez vos patients au cabinet, vous pensez connaître d'avance leur orientation sexuelle, leur mode de vie, ou c'est quelque chose que finalement vous êtes obligé de leur demander, quelque chose qui vient de façon assez intuitive? C'est un peu les deux. On voit sur la façon d'être, la façon d'agir, on peut avoir des idées et savoir un petit peu comment ils vivent. Après, on peut toujours être surpris, mais après c'est des questions, c'est un peu les deux. Et l'analyse visuelle plus l'interrogatoire. sur justement
leur activité, leur mode de vie au niveau de la sexualité, c'est quelque chose qui est facile à aborder. Ça peut être gênant dans certains cas, mais il faut l'aborder, c'est hyper important. C'est une partie de la santé. Et justement, comment vous abordez ce thème de la sexualité avec vos patients? Là, il faut avoir le temps de le faire. C'est une consultation à 20 minutes, c'est pas forcément facile de le faire. Non, il faut soit une consultation dédiée à ça ou alors une consultation de prévention pour pouvoir parler un petit peu de sexualité, savoir un petit peu s'ils ont un partenaire ou plusieurs. Et puis de proche en proche, on vient à poser des questions qui sont utiles au dépistage. En consultation dédiée, comment on propose une consultation dédiée à la sexualité en médecine générale? On pourrait demander à le patient est-ce que la prochaine fois on pourrait se voir pour faire un entretien de prévention en général et puis c'est l'occasion d'aborder la sexualité, parce qu'on a également, je sais pas, se rajouter à part quelque chose, et puis la consultation en deux. Est-ce que le fait que le conjoint soit ici, c'est ça que j'en ai pas fait non plus. Je vais prendre l'exemple de la prostatite. Si l'homme il a une prostatite, c'est vrai que. Alors je peux le demander, je l'ai déjà demandé en disant que en fait, je l'amène en disant que je le propose à tout le monde. C'est déjà passé chez le drape. C'est en tout cas simple, c'est pratique. Dans les organes génitaux, ça peut être un germe n'importe lequel. La sexualité de consultation et la sexualité en prochaine consultation. Hier, on a parlé de la personne. Ah oui, non, ça oui. Les gens qui diront oui, mais je pense que c'est pas hyper facile à proposer. Non, il faut poser les bonnes questions, je pense. Il faut orienter, il faut demander sur le mode de vie. Je pense qu'en partant du mode de vie, après, on peut arriver à glisser un petit peu sur la sexualité. Ouais, comme tu as dit, Oui, c'est ça, on pourrait entrer en prévention de manière générale et puis en fait, le premier entretien avec le patient, tu peux savoir. Tu dis, en fait, on fait de la prévention, mais sur ce sujet-là. Non, mais le premier entretien du patient, tu le rencontres, tu peux déjà faire une idée. Puis à ce moment-là, tu lui proposes un dépistage. C'est facile avec un patient nouveau, en fait. Quand c'est quelqu'un que tu connais déjà, c'est pas facile de dire bon, la prochaine fois on va se voir, mais sur un sujet qu'on n'a jamais abordé tous les deux. Il faut le faire dès le début, je pense. Après, ça dépend de quel stade. Si tu connais depuis 15 ans, tu sais souvent s'il a un conjoint. Oui, voilà, c'est ça. Et t'as souvent la contribution c'est ce qu'on disait hier, c'est que si le patient est bien pour les problèmes d'anxiété, de dépression, ce genre de choses, si il y a des problèmes de diabète ou autre chose, ça peut être un truc où on peut orienter en disant la sexualité, comment ça se passe en ce moment. Oui, c'est ça. On a vraiment parlé d'organisation, on est attaqué à la salle. Ouais, je vois ça, là, c'est moi qui ai posé les questions. Mais j'ai eu du mal à dire. Et comment vous comprenez là, comment orientez-vous vos questions des Moi, je pense que ce qui voulait axer, c'était plus sur le fait que le VIH, ah oui, qu'on va aller chercher le VIH. Ouais, et qu'en fait, du coup, ça implique que si tu trouves quelque chose, je pense que c'est là-dessus. Ouais. Bah non, moi non plus, je comprends pas. En fonction de la personne que tu as en face, comment tu vas aborder le sujet. Si c'est un sujet âgé, on va dépister le VIH. on n'a pas tous les mêmes représentations de ce qu'est le VIH, de comment se passe le dépistage. Les jeunes ont un peu moins de problèmes avec ça. Est-ce que si t'as quelqu'un de 25 ans en face, c'est au travers les médicaments qui peuvent aider pour les sur le VIH, c'est soit par souvent c'est ça dépend si la personne arrive en disant j'ai trompé ma femme ou mon mari, ou alors dire ça va pas, t'as une altération d'état général, j'imagine que t'expliques pas et tu te dis il faut que je le fasse. Oui, mais dans ce cas tu te dis c'est une violence systématique d'altération d'état général parce que j'ai des urgences. Ouais, ils sont pas toujours l'avoir proposé. Ouais, mais j'ai jamais fait sur les urgences. Tu dis c'est une violence systématique d'altération d'état général. C'est une génération, mais dans certains c'est. Ouais, c'est des jeunes. C'est pourquoi je veux dire. C'est vrai que moi c'était souvent des hommes. Je suis malade. C'est souvent des hommes, et en général, je leur demande des relations sexuelles, on doit en parler des choses, et puis ils me disent non, est-ce que ça vous gêne si je fais une sexologie VIH de principe? Tous les hommes à qui t'as posé la question, ou les femmes? Non, mais de toute façon, tu vas forcément. Ils comprennent pourquoi je fais la sexologie VIH. Je fais pour le principe, je le fais quand même. D'accord, ok. Après, les urgences, c'est peut-être un contexte. Oui, les urgences, C'est pour ça que j'ai pris le verbal. Ouais, parce que là, visiblement, c'est quand même. Enfin, toi, tu vois pas le titre, mais c'est dépistage du VIH en médecine générale. Donc, c'est vraiment au cabinet précis. On a fini.
Ouais, mais. C'est très bien aussi si on n'a pas préparé la thématique. J'avais noté laisser le patient parler, laisser quelques gens. En fait, en me posant les questions, est-ce qu'on a le droit de reformuler, de réinterroger sur la même question, sur finalement, il y a des moments où tu avais fini assez vite, entre guillemets, de parler, tu vois. Enfin, est-ce qu'il faut relancer? Ah oui, alors reformuler, les réponses. Ça me fait penser à cette phrase. Mais c'est vrai que pour cette restitutionnelle, en fait, il a besoin d'une consultation de l'essai parce que ça fait personne sur le rôle de la peine, c'est ça. Oui, c'est la raison de le faire. Oui, on s'intéresse pas. C'est à ce moment-là même. Oui, en fait, c'est ça le rôle de l'entretien. Oui, en fait, faut pas hésiter à passer beaucoup plus de temps sur les questions. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Bah non, puis même moi, je savais pas que tu allais le faire non plus, tu vois. Enfin, c'est bien sûr, mais le but c'est. Bah oui, non, mais c'est un atelier, je sais bien. Voilà. C'est pas vous qui avez travaillé dessus. Oui, en plus, vous n'avez pas vu dans le sujet. J'ai fait normal. Il n'a pas compris les questions avant de les poser. C'est pas la même chose. Parce que derrière la première question, On est tous en premier semestre. On a aimé. On n'est pas à ce stade-là, on est en train de déboucher les questions. Oui, on a commencé, mais on n'a pas du tout travaillé sur les entretiens pour le moment, on est en phase préparatoire. D'accord. On n'a pas du tout commencé cette partie-là. Et ensuite, on va un gentil, on passe ça. Mais le travail que moi je fais pour mon étudiant, c'est d'essayer dès le début d'avoir une question. De toute façon, moi, c'est un thème hyper collège, en fait, sauf s'il y en a un parmi vous qui organise des choix de stage au stage. Ça va être compliqué. C'est déjà plus est-ce que ça dépend de intervieweur, vous êtes en face, on fait interviewer. Ça vous va? Les différences, moi je vais faire des simulations sur les questions ou voir sur déjà pas du tout les mêmes. Et on va faire toute la qualité. Si vous voulez que ça soit traité par les avions, moi j'utilise beaucoup, mais c'est le fait de faire des questions un peu plus en vrai, c'est super dur de poser des questions. Ouais, je pense qu'il faut creuser un peu. Ouais. Il faut pas hésiter à poser des questions. Puis là, en fait, je pense que c'est biaisé aussi parce que comme je sais, enfin, je sais pas si toi c'est ça, mais comme je sais qu'ils le regardent et tout, c'est affreux. C'est là, c'est bon. Ouais, j'ai commencé à faire, et quand j'ai vu que tu m'as regardé, je me suis dit pas qu'il faut faire des questions. J'ai tout l'enjeu, et donc du coup, j'ai réussi à passer. Elle est en train de démocratiser. Non, mais c'est vrai, le seul truc, c'est que bien qui développe un peu plus la place des définitions, ce sera un jeu de rôle. J'ai posé la question, si t'as pas de toi, c'était des réponses que tu avais genre dans ton atelier d'hier. Ouais, c'est ça, c'est très hier. Voilà, des trucs que tu t'as entendu. Alors en fait, si tu peux encore réfléchir, peut-être que tu vas. Ouais, si tu peux encore réfléchir, peut-être que tu vas monter, je sais pas, C'est vrai, c'est ce que j'ai posé la question. C'est pas le sujet de mon frère. Ah bah là, il répond, l'enquêteur a envie de faire plaisir à l'enquêteur. Toujours. L'enquêteur sur l'application de la maquette. Pour vous, la bonne réponse. Comment t'as trouvé le sujet? Avec ma côté d'arbre, on organise les choix au niveau local. C'est le DMG qui nous a plus ou moins proposé le sujet. Et d'ailleurs, avec les médecins, parce que quand je travaille sur la santé, c'est compliqué d'avoir 2 heures. Ouais, donc quand déjà je mange, je dis c'est 1h30. Voilà. Tu peux être en contact avec nous sur les différents types de thèses. Peut-être nous, ouais. Ah, du coup, il y a 2 grands types de thèses, il y a le quantitatif et le quantitatif. Quantitatif, qui cherche vraiment à mesurer quelque chose. Donc, souvent, c'est à partir d'un questionnaire, d'une échelle, des choses comme ça. Et je pose une question très précise sur un
un sujet, tu mènes ton étude et tu réponds par oui ou non à la question. Est-ce que les médecins généralistes de terre et gens prescrivent des arrêts de travail, ou pas, toi tu prends vraiment quelque chose que tu mesures. Alors comment ils prescrivent la supplémentation de vitamine D. Donc voilà, chez les médecins généralistes, c'est autour de moi. C'est vraiment quelque chose où tu vas interroger sur quelque chose de précis. Et le but, c'est d'être le plus représentatif, d'être le plus scientifique possible, donc d'avoir une étude qui soit bien construite, avec autant de jeunes médecins que de médecins, autant que d'hommes que de femmes, pour essayer de limiter au possible les biais, pour vraiment mesurer tout ton effet. Alors que le qualitatif, tu cherches à aller à saturation de données, en gros ça veut dire à interroger pour avoir le plus d'idées possible, le plus exhaustif possible, mais pas forcément au niveau voilà, pas représentatif, c'est avoir le plus d'idées sur un sujet. Tu montes pas ton étude de la même manière. En fait. Souvent c'est des entretiens, souvent c'est semi-dirigé parce que ça permet de cibler sur un sujet, mais il y a des gens qui font juste un entretien, ils laissent faire les gens, et après ils piochent dans les entretiens. C'est enregistré? Souvent c'est enregistré, tu les enregistres et tu les retranscris, et en fait quand tu retranscris tes entretiens, après tu les codes, c'est-à-dire, est-ce que tu as repris l'exemple du sport, si on te dit, par exemple, moi j'ai des enfants, c'est un critère pour moi d'installation dans une région d'avoir une crèche, une école, tu vas rentrer ça dans une catégorie qui sera différente, tu vois. Et même si les réponses ne seront pas formulées de la même manière, ça se rapportera à l'école, à la crèche, tu vois. Après, tu classes tes informations une fois que tu les as retranscrites. C'est pour ça que ça doit être relu, parce que tu peux te tromper quand tu classes tes informations. Ensuite, in fine, tu fais un tableau, un récapitulatif de toutes les idées. Alors, moi, de celles que j'ai lues, souvent ils avaient tendance à ressortir les grandes idées, et puis après, effectivement, ils disaient tant de personnes qui disent que pour eux, l'école c'est important. Là, tu remets les citations ou tu remets les grandes idées. Après, elles sont peut-être présentées différemment en fonction de l'auteur, en fonction de la thèse. Voilà, souvent le QELIS c'est un peu plus difficile à monter en médecine générale parce qu'on n'est pas trop formé à ça en fait. LCA, c'est vrai qu'on est hyper scientifique, on fait plus quantitatif. On n'en lit pas beaucoup en fait. Dans les études, tous les choix se font en fonction. Ça permet de faire de la relecture, puis surtout d'organiser les entretiens. C'est une qui fait la moitié, l'autre l'autre moitié, et tu croises. C'est pas mal. Ça permet de gagner un peu de temps. Pas encore trop avancé sur cette partie. Mais vous ne lui avez pas posé des questions parce que pour moi, comme c'était évident qu'il était forcément. Parce qu'en fait, la redit en disant j'ai fait pour la fait nos études. Ah non, on était ensemble pendant les études. Ben voilà, vous lui avez jamais posé ça. Tu peux mettre ça que tu sens en anglais. Vous avez dit, pour moi, ça a l'air important. C'est pas que c'est dans ce cas, il y a de toute façon, il y a de l'organisme, parce qu'en gros, ils sont les mêmes professions, pas les professions, sur les mêmes contrats. On vous demande votre sujet de thèse dès la première année. C'est un peu dur, mais c'est tout de suite, c'est un seul droit en fait. Inversement, c'est bien de te pousser un peu à chercher des idées déjà, même si tu n'as pas d'idée. Savoir sur quel terme tu devrais le faire. Ça s'enrichit peut-être un peu, pour l'instant je n'ai pas l'idée du grand thème. En fait, c'est ça, la situation, je vais te dire qu'est-ce que j'aimerais, sur quoi j'aimerais travailler. C'est vague, il y en a qui font gynéco, diabète. Moi, avant de faire ça, je voulais faire un truc sur les plaies. Rien à voir, mais tu vois, je sais à paniquer, oui. Du coup, regarde avec quel sujet. C'est sûr que c'est dur d'être inédit, sachant qu'on est combien. C'est ça, en fait, tous les trucs qu'on a fait de la voix, mais le sujet et tout, on dirait, mais le sujet. bah oui, tu peux changer un thème en disant là, on se fait une C'est quand même vraiment de
ça dépend du sujet. Hein. Ouais, voilà, après, nous, on regardait des sujets proposés qui n'avaient pas trop été pris, justement, sur ce sujet, mais c'est genre. Il faut faire attention maintenant parce qu'il faut vraiment que ce soit orienté à la médecine générale. Ouais, tendance, c'est lui qui me donne des pistes en fait. On va passer la restitution. Moi, ça casse. Donc, on va passer la restitution, pas sur le contenu bien sûr des entretiens, mais sur vos impressions, sur ce qui a pu faciliter la parole ou au contraire bloquer, les aspects de l'entretien qui ont permis de se réunir et au contraire à freiner. On va commencer plutôt par le négatif pour finir sur le positif. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué, les enquêteurs, dans ce que vous avez ressenti pendant votre entretien, les observateurs, ce que vous avez vu, et les enquêtés, les interviewés, ce qui a bloqué leur parole, ce qui les a empêchés de parler. Allez-y. C'est globalement pas un sujet facile, on est tous très à l'aise au départ. Ouais. Donc déjà c'est un peu difficile de briser la glace dès le début, je pense. Ouais. Donc déjà sur le sujet en lui-même. Et après sur l'entretien, qu'est-ce qui a permis de briser la glace justement pour toi quand tu étais interviewée? Parce que je sais plus qui était mon intervieweur, mais parce qu'elle m'a mis en confiance, c'était plutôt agréable et j'ai pas senti de froideur ou de. J'avais l'impression qu'on avait. on était les deux internes déjà, donc ça donne plus envie de parler et c'était vraiment. C'était amené de façon à ce que j'étais à l'aise pour parler. Ouais. Ok. Donc le fait qu'elles ne soient pas froides, donc qu'elles soient chaleureuses. Tout à fait. Ok. D'autres choses? Le groupe là, qu'est-ce qui freinait, bloquait la parole? Je trouvais que la question brise-glace, c'est censé être la première. Je trouve qu'elle n'était pas évidente comme question brise-glace quand même. Ouais. Je pensais que c'était plus une question un petit peu générale, j'aurais plutôt vu quelque chose plutôt sur la pratique, depuis combien de temps vous êtes installé, ce que vous voyez, votre patientèle, tout ça, plutôt que d'aborder directement le sujet. Donc ça c'est sur le guide d'entretien en lui-même ou moi je me suis pas sentie. Bon là on n'a pas travaillé les questions, mais je me suis pas du tout sentie à l'aise comme première question. Honnêtement, c'était pas évident. D'accord. Donc sur vraiment les questions du guide d'entretien qui peuvent, il faut y aller doucement en d'abord faisant connaissance avec la personne, c'est ça? Oui. D'accord. Quoi d'autre? Il y a une impression d'évaluation. Comment? Il y a une impression d'évaluation. Ouais. Pour toi, quand tu étais interviewé, tu fais sur la pratique, tu peux avoir. Des fois, en parlant, on se rend compte que. On compare ce qu'on dit à une norme. Ouais. Et donc du coup on se dit oui c'est vrai je fais ça un petit peu. Parce qu'on n'ose pas dire que peut-être on fait mal. Donc l'envie d'être le bon élève qui du coup te bloque dans ce que tu as à dire. Ouais. Et ça, qu'est-ce qui te faisait de ce que te disait l'intervieweur, du verbal ou du non-verbal de l'intervieweur? Qu'est-ce qui te poussait à penser ça? Et au contraire, qu'est-ce qui te rassurait sur ce point-là? Qu'est-ce qui m'a poussé à penser ça? C'est la question en elle-même. On me demande comment on fait le en général. On me dit je fais pas trop. Et puis le positif, c'est ce qu'on a dit, c'est la proximité, le contact positif avec l'intervieweur. À un moment, on se dit qu'en fait, on est là pour parler. Et c'est l'attitude de l'intervieweur que ça développe. C'est l'attitude de l'intervieweur et sa bienveillance. D'autres choses vraiment dans la formulation des questions par exemple, ou dans la prise de parole, Faire des questions simples.
truc-là. Il faut plutôt favoriser les questions simples, parce que quand c'est compliqué, après, ça peut partir dans tous les sens dans les réponses. On ne sait plus vraiment quoi répondre. Je pense qu'il faut favoriser des questions simples, plusieurs questions, mais des questions simples. Plutôt qu'une grosse question qui est compliquée, où au final, on va finir par répondre à un seul sujet de la question qui est abordée, et pas le reste. Ouais, d'accord. Question courte aussi dans l'énoncé. Question courte et simple. C'est ça. D'accord. Ouais. Des questions ouvertes. Ouais. Des questions ouvertes. Plutôt centrées sur les thématiques plutôt que sur la question en elle-même. Qu'est-ce que tu veux dire par la centrée sur la thématique? Je sais pas, plutôt que faire ça revient un peu à ce qu'il dit, une question à rallonge sur quand est-ce que vous le faites, pourquoi, quand, où, plutôt dire qu'est-ce que vous en pensez, ou je sais pas moi, ou juste sur la thématique du dépistage. Qu'est-ce que vous pouvez me dire Du dépistage. D'accord, donc des questions très larges. Ouais. Que tu mets tout le long de ton guide, que tu mets à quel moment Je serais tenté de les mettre tout le long du guide, oui, pour laisser la personne parler et pas forcément répondre de façon collégienne à une question ou en répondant par A ou par B. Et là, du coup, il peut vraiment s'exprimer plus amplement et c'est D'accord. Donc plus la question est précise et fermée, et plus ça bloque la parole, et plus on a une question très large, ouverte. Ceux qui observaient les intervieweurs, qu'est-ce que vous avez remarqué sur les formulations des questions, sur les temps de parole, sur la forme vraiment de l'entretien? Plus le temps il passe, plus c'est interviewé. Ouais. Donc plus le temps passe et plus la glacerie. Ouais. Mais peut-être justement de l'intérêt de faire progressivement peut-être au début des questions plus courtes pour diriger ou inviter en fait l'interviewé à peut-être à le diriger puis à lui montrer que les questions au fur et à mesure vont lui laisser son opinion, mais peut-être au début ça permet de voir aussi d'appréhender un petit peu ce qu'on veut rechercher. Au début on est un peu hésitant, on est un peu sur le jugement aussi de la personne en face, donc ça permet aussi le fait de progressivement laisser la place à l'interviewé, mais au début c'est vrai que le fait d'avoir des questions courtes qui sont assez ciblées, puis de répondre par des réponses simples sans avoir trop besoin de réfléchir, parce qu'on est aussi dans le stress, mais l'intimidation face à l'interviewant. C'est vrai que je pense que voilà, c'est clairement plus on avance dans le temps et plus l'interviewé. Après, là, dans mon cas, dans le groupe qu'on avait, et plus particulièrement la personne que j'ai interviewée était une personne très bavarde et très à l'aise à l'oral, donc c'est vrai que j'imagine que ça ne doit pas être du tout pareil avec quelqu'un qui répond par oui ou par non ou très brièvement. Je pense que ça doit être assez déstabilisant pour l'interviewant, et je ne suis pas sûre d'avoir comment j'aurais réagi face à une personne qui est courte, qui écoute les réponses. Qui répond de manière claire. Ouais. Est-ce que je peux rebondir sur ce que vient de dire Madame ? Je me permets de commenter parce que je suis sociologue, donc je suis pas. Je pensais venir observer sans participer, mais finalement je vais participer un petit peu. Je pense que c'est pas votre bonne idée qu'une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que pour l'avoir déjà testé plein de fois et l'avoir fait à plein d'étudiants, le problème quand vous partez sur des premières petites questions pour vous décontracter, l'enquêté se dit super, c'est un questionnaire oral. Donc je me mets dans un mode, je réponds à mes questionnaires. Dès que vous avez posé une question beaucoup plus large, vous sauriez commencer tout de suite par une question très ouverte. Il aurait développé, là il ne va pas développer, il va faire une réponse très courte en disant c'est quoi la prochaine question? Non mais j'aimerais que vous me parliez. Moi je garde toujours toutes les petites questions à la fin pour avoir plein d'éléments sociologiques, vraiment à la fin en disant, en plus quand ils vont vous dire là j'ai plus le temps, il faut que j'y aille, vous arrivez avec votre liste de petites questions pour finir, pour les avoir, pour pouvoir bien avoir tous les éléments, mais toujours faire plutôt méthode entonnoir. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé ou si vous avez déjà eu ce type, mais méthode entonnoir, commencer par le plus large et resserrer progressivement, soit en termes de population, de conditions de travail, de peu importe, jusqu'à arriver. Je pense que pour l'avoir déjà testé, sinon vous allez entrer dans les trucs, vous allez dire mince, il ne répond pas, c'est moi qui ne pose pas les bonnes questions, si elles sont bonnes, mais quand vous avez commencé par les questions très fermées au départ, vous ne pouvez pas rouvrir après. Ok, d'accord. Les petites questions de brise-glace un peu plus précises, ça peut être justement comme
on disait, de plus cibler sur la pratique, vous exercez depuis quand. Là, effectivement, c'est des petites questions fermées si on veut pas. C'était plus dans ce sens que le j'entendais que de commencer sur le questionnaire. Tout à fait. J'ai perdu le fil, du coup. Il y a un truc que tu as dit que j'ai pas... On va continuer. D'autres choses? Il y a aussi la manière dont on se positionne par rapport à la personne. Est-ce qu'on est face à face? Est-ce qu'on est de côté? Je pense que ça. Est-ce qu'on va dans son cabinet? Est-ce que c'est lui qui vient nous voir? Je pense que c'est aussi des petites choses qui peuvent avoir leur importance. Voilà, d'aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou même un lieu neutre, des fois ça peut, je pense, changer un peu la manière dont on répond. Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'il y a des gens autour? Alors ça, c'est des choses que tu peux décider, réfléchir justement en amont de ton travail, au début, suivant le sujet que tu veux aborder. L'inconvénient, par exemple, de rencontrer les médecins G au cabinet, c'est que tu vas les voir le temps de midi, le soir après une journée entière de consulte, entre des patients, il y a le téléphone, il y a un secrétaire qui vient, etc. Alors que si tu leur dis, non, moi je préfère venir un samedi après-midi chez vous, ou au café, où vous voulez, je me déplace. Bon, tu es dans des conditions idéales et rêvées, tu as le temps que tu veux. S'il est chez lui, justement, il est chez lui. Donc, il va peut-être plus donner sa parole. Une de mes collègues à Saint-Étienne, elle a fait sa thèse sur le régime alimentaire des patientes diabétiques d'origine du Maghreb. Et donc, elle, justement, elle est allée chez les patientes boire le thé. Et rien que là, elle avait de l'information en voyant comment c'est prendre le thé chez une patiente diabétique. Est-ce qu'elle vient avec du thé, du sucre, le thé hyper sucré, il y a des gâteaux, etc. Ou non, elle a la thé sucrète, tu vois. Et là, tu as plein d'infos rien que dans l'observation. Donc ça, c'est des choses à réfléchir en amont de ton travail, au tout début, quand tu réfléchis aussi à toutes les choses. D'autres choses? Juste une question. Ouais. Est-ce que ça se fait, est-ce que c'est courant de connaître personnellement la personne qui m'interviewe? Est-ce que tu veux interviewer ton père, ta mère, ton frère, ta sœur? Ou si c'est sur la pratique en médecine générale, en praticien professionnel ou en cours interne, en médecin de médecin par exemple. Oui, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça même pas? Je pense que c'est plus simple, j'aurais tendance à dire que c'est plus simple, mais tu peux avoir des réponses plus honnêtes. Ouais, voilà. Ouais. Oui, voilà, c'est un but début. C'est Tu disais ça? C'est un but début, il faut le savoir, parce que comme on se connaît, on a forcément des champs en commun, et du coup on peut dire parce qu'on pense qu'on parle de la même chose, et en fait peut-être pas. Ouais. Donc il faut le savoir. Et, ou alors la personne elle peut être gênée et pas parler de quelque chose, à contrario. C'est possible, mais il faut savoir que ça peut avoir des conséquences. Après, il y a beaucoup d'implicites avec les gens qu'on connaît. Il y a des implicites, ce qu'elle a tout à fait exprimé. Et il y a aussi le côté, comme il vous connaît aussi, il peut essayer de vous faire plaisir dans l'entretien. Donc l'enquêté va vous dire ce que vous voulez entendre. Si vous avez quelque chose à défendre, il va essayer d'aller, parce que l'enquêté, même s'il ne vous connaît pas, c'est un inconnu, il va chercher à vous faire plaisir. Et à la fin, il va vous dire, j'ai bien répondu. Et d'ailleurs, il faut lui dire, non mais il n'y a pas de bonne réponse, je vous demande votre opinion. Votre avis sur quelque chose, c'est votre avis. Et il faut même écouter des gens qui ont des avis opposés aux vôtres. Donc il peut, s'il vous connaît, essayer de dire des choses qui ne sont pas totalement ce que lui pense parce qu'il essaye de réagir à vous. Il y a quelque chose qu'on a observé en vous observant. Moi, j'ai observé que dans un des groupes, vous avez beaucoup plus parlé, c'est beaucoup plus intéressant quand vous avez arrêté l'entretien. Donc, vous n'étiez plus dans l'idée qu'il fallait faire un entretien, vous étiez, comme c'était devenu informel, vous disiez beaucoup plus de choses. Mais bon, je ne sais pas si on avait pensé. Oui, si vous l'avez observé vous-même. Et ça, justement, je rebondis sur le fait que votre entretien, vous allez l'enregistrer, ou pas, d'ailleurs, on n'est pas obligé de l'enregistrer, mais pour avoir après, pouvoir réécouter, taper votre verbatim, etc., d'avoir un petit dictaphone, ça aide, ou téléphone portable. Et forcément, quand vous allez poser le dictaphone sur la table et demander à l'interviewé est-ce que vous êtes d'accord, ça va, la glace, ça va la renforcer. Il dit là, oh là, mince, il va enregistrer, c'est officiel, etc. Et à la fin de votre entretien,
très souvent, quand vous coupez l'interphone, enfin le magnétophone, et ben c'est là que vous avez une mine d'informations qui est incroyable, et de la même manière que dans votre groupe, c'est là que les gens se mettent à parler de manière un peu plus libre. Et après, vous avez toujours la méthode de faire ça, j'arrête l'interphone et puis vous attendez, parce que sinon vous vous mettez à gratter ce qu'il dit, et là aussi c'est une autre manière de remettre de la glace si vous vous mettez à gratter ce que la personne dit. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Mais du coup, juste pour essayer de ne pas avoir ce biais, parce qu'on essaye de mettre la personne à l'aise, mais parfois on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prévenir la personne avant que ça va être enregistré. Et lui poser une question ouverte à la fin pour qu'elle aussi elle ait l'impression de tout avoir dit avant d'écouter. Ou on réanime. Comment on peut faire? Comment tu veux faire pour justement avoir quand même le temps de fin, tu veux dire? De toute façon, je pense que si tu enregistres la personne, tu la préviens au début. Oui, tu es obligé de la prévenir. Ensuite, à la fin de l'entretien, généralement, en fait, tu fermes et là, il y a un temps de silence et puis c'est souvent qu'on voit la personne qui rebondit, qui réfléchit puis qui dit « oui, je vais revenir sur » et de lui-même, il va se mettre à parler de ce qu'il t'a dit pendant l'entretien. Mais tu peux juste dire « vous avez quelque chose à rajouter ?» Ouais, ça relance. Voilà. Hop. Donc, on vous a fait une petite diapo récapitulative qui reprend ce que vous avez dit. Les pièges à éviter, ne pas laisser suffisamment parler l'entité, ne faire que l'interrompre. C'est globalement les mêmes pièges que quand vous êtes en consulte avec un patient. Quand vous coupez la parole d'un patient ou que vous ne le laissez pas s'exprimer, c'est kiff-kiff. Donc l'interrompre, ne pas respecter ses silences. Quand l'interviewé justement fait une pause, et respecter cette pause, c'est qu'il réfléchisse, donc il va se mettre justement à parler après, ne pas avoir peur de ce silence. Le guide de l'entretien, comme vous avez tous vu, il est plein de défauts, il va être modifié, il va être retravaillé, donc ne pas le suivre stricto sensu. À un moment, j'ai écouté un entretien où tu as posé une question d'après, tu l'as fait basculer devant parce que ça venait dans la discussion à ce moment-là, et en même temps, le suivre de trop près est piégeux. Et éteindre le magnétophone trop tôt. Et la boîte à outils, un bon guide d'entretien qui a été bossé, qui a été creusé avec plusieurs, qui éventuellement a été testé, que vous pouvez tester justement, si c'est une enquête sur des médecins, vous pouvez tester sur votre médecin G, ou votre MSU, ou votre collègue, votre co-interne, le silence, l'empathie, ça on l'a dit, la bienveillance, la reformulation. Souvent vous entendez dans les groupes, la personne vient dire quelque chose et vous reprenez en disant ce que tu veux dire c'est que, de la même manière qu'on entretient en consulte. Et puis la neutralité, l'absence de jugement. Il y a des choses à rajouter. Si vous voulez approfondir un peu les techniques de recherche Cali, donc notre asso FairJP, on organise chaque année à l'automne. Généralement, c'est le dernier week-end de septembre ou le premier week-end d'octobre. L'école d'automne, donc c'est sur 2 jours, et vous avez un parcours qualitatif, un parcours quantitatif, on va parler quali. Vous avez quali d'initiation et quali d'approfondissement quand vous avez déjà commencé à bosser bien votre thèse et à avoir des notions. On n'a pas encore le lieu parce que pour l'instant les villes sont en train de candidater, donc je ne peux pas vous dire où ça aura lieu, mais l'année dernière c'était à Marseille. Et puis on organise un autre événement, c'est la veille du congrès à Paris, le 3 avril, sur une journée. Une matinée avec une masterclass sur l'économie de la santé, et l'après-midi, c'est les internes, les jeunes chercheurs qui présentent posters et communication orale. Voilà. Bon congrès, et puis on espère vous avoir un peu aidé. Merci. On a un stand avec la vie si vous avez des questions.